Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. À la une de votre édition, la commémoration ce mercredi 15 août de l'Assomption, la montée au ciel de la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ. Célébration marquée par des processions et des messes d'action de grâce. Le ministre auprès du président de la République en charge des affaires politiques a rencontré ce mercredi le bureau de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Entre autres sujets abordés, l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État en faveur de 800 détenus liés à la crise post-électorale. Au Mali, les deux candidats au second tour de la présidentielle revendiquent la victoire avant même la proclamation des résultats. La guerre des tendances à Bamako entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, nous en parlerons dans une poignée de minutes. Mais avant, procession et messe d'action de grâce ce mercredi 15 août dans différentes paroisses du district d'Abidjan. Les chrétiens catholiques ont commémoré ce jour la fête de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Et bien avec Patricia Omouetia, je vous propose des échos de la célébration à Saint-Luc des 220 logements, également à Saint-Jacques des 2 plateaux. Préservez-nous du feu de l'enfer. À Djamé, 220 logements, une procession avec la Vierge Marie, accompagnée par des chants et des louanges. La Vierge Marie est portée par 6 hommes, des fidèles de la paroisse Saint-Luc des 220 logements. Quand la procession arrive à destination, à l'entrée de la paroisse, les fidèles sont dans la joie. Dans l'église, l'installation de la Vierge Marie se fait sous des ovations et des acclamations. Cette immense joie ressentie par tous les fidèles catholiques ce 15 août est le signe de la solidarité des chrétiens qui honorent la Sainte Vierge Marie. Nous disons merci à Dieu pour cette grande femme qui a donné la vie au monde entier pour que nous puissions nous aussi être dans la joie parce que dans le secret de son cœur, elle fait beaucoup pour l'humanité. Pour le curé de la paroisse, la fête de l'Assomption est une étape très importante dans la vie de l'Église. La Vierge Marie, dans son Assomption, est le gage que Dieu nous donne pour dire que ce qu'il a dit n'est pas simplement des paroles en l'air, mais une promesse qui va se réaliser. La Vierge est la première des rachetés. Toujours selon le Père Ambroise, curé de la paroisse Saint-Luc des 220 logements, l'on associe souvent l'Assomption de Marie avec l'ascension du Christ. Les mots se ressemblent et dans les deux cas, il y a une montée mystérieuse au ciel dans la gloire de Dieu. À Boaké et également à Méagui, les chrétiens catholiques ont commémoré le 15 août. L'Assomption, notez-le, est une des grandes fêtes de la vie chrétienne catholique. À l'occasion, les fidèles ont été exhortés à être des modèles de simplicité et d'humilité à l'image de la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ. À la cathédrale de Boaké, les fidèles chrétiens ont commémoré la montée de la Vierge Marie au ciel. L'officiant de la messe marquant la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie, l'abbé Amani Kwame Nikez, a invité les fidèles catholiques à suivre l'exemple de la Vierge Marie afin d'être sauvés comme elle. La vie de Marie est une vie attachée à celle du Christ. Marie n'est Marie qu'avec le Christ. La solennité de l'Assomption était vécue par les chrétiens. Mais ce n'est que plus tard que l'Église, de façon officielle, a défini ce dogme. Ce dogme a été défini d'abord par le pape Pie XII le 1er novembre 1950. Dans les autres paroisses catholiques de Boaké, la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie a été vécue aussi par les fidèles chrétiens. Les chrétiens catholiques entament une procession sur la grande voie de la ville à l'occasion de la fête de l'Assomption. Une célébration qui marque l'élévation de la Vierge Marie vers le ciel après sa mort. Nous sommes dans la localité de Méagui, dans le département de San Pedro, dans la paroisse Saint-Ignace d'Antioche. Les fidèles chrétiens sont sortis massivement pour témoigner leur attachement à la Vierge Marie. Tous ceux qui se disent chrétiens, c'est un grand jour pour eux. Célébrer l'Assomption, c'est venir chercher la grâce auprès de notre mère, la mère de Jésus-Christ. Le père célébrant, curé de la paroisse Michel Kwasi, a retracé le parcours de la Vierge Marie qui a permis sa montée au-dessus des anges. À la fin de la messe,
Les paroissiens ont déposé leurs intentions de prière et des gerbes de fleurs au pied de la bienheureuse mère. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a reçu ce mercredi après-midi une délégation du royaume de Bouna, délégation venue annoncer officiellement le décès du roi de Bouna, Viviane Aïma. Le royaume de Bouna est en deuil. C'est une délégation représentant les principales communautés du royaume et composée de personnalités et de cadres, au premier rang desquels le général Lassana Palinfo, doyen et illustre fils du royaume de Bouna, qui a été mandaté par le roi intérimaire et la notabilité de Bouna pour porter la nouvelle du deuil au président de la République, représenté en son absence par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui était assisté pour la circonstance par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre auprès du président de la République chargé des affaires présidentielles, Ouattara Birahima. Après un mal de dents qui a commencé le 20 juillet, Sa Majesté Yarakornu II, roi de Bouna, s'est couché le 28 juillet dernier. Malgré les multiples soins qui lui ont été prodigués à Paris par les plus grands spécialistes, grâce à son aîné, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. Et cette terrible nouvelle a plongé tout le royaume de Bouna dans une profonde tristesse. Le roi intérimaire et la notabilité de Bouna, par notre voix, vous prient de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de leur infinie gratitude, de même que de celle de toutes les populations du royaume de Bouna, pour tout le soutien qu'il a apporté à son cadet, Yarakornu II, avant et après le mal de temps. Sa Majesté Yarakornu II, roi de Bouna, était aussi vice-président du bureau de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Hormis l'annonce du deuil, la délégation mandatée à cet effet a aussi fait part du calendrier des cérémonies funéraires. Conformément à nos coutumes, les cérémonies funéraires de Sa Majesté Yarakornu II et l'intronisation du nouveau roi débutent, si Dieu le veut, à compter du samedi 27 octobre 2018, pour prendre fin le vendredi 2 novembre 2018. Représentant pour la circonstance le président de la République, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre chargé des affaires présidentielles Ouattara Birahima ont, par la voix de leur porte-parole, traduit la compassion du président de la République au roi intérimaire, à la notabilité et aux populations du royaume de Bouna, assurant par ailleurs qu'ils transmettront au président de la République les informations qui leur ont été communiquées. Le monde des médias également en deuil. L'animateur radio et ex-directeur de Fréquence 2 s'en est allé. Paul Decuy est décédé aux environs de 2 h du matin le mercredi 6 juillet dernier à Cotonou, au Bénin. L'un des grands hommes de médias a succombé à un accident vasculaire cérébral. Les acteurs du monde des médias ont tenu à lui rendre un ultime hommage à la Maison de la Presse. C'était hier mardi. La levée de corps, notez-le, aura lieu demain, jeudi, à 7 h à Ivosep, Abidjan, Trècheville, avant son inhumation, prévue donc à Pékan-Ouabli, dans le département de Tout-le-Pleu, le vendredi 17 août prochain.
On change complètement de sujet à présent. On parle paix et réconciliation nationale. Le ministre auprès du président de la République en charge des affaires politiques a rencontré à cet effet ce mercredi le bureau de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Au nombre des sujets abordés, l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État pour 800 détenus liés à la crise post-électorale. C'est avec Olivier Réby et Abou Sanogo qu'on fait le point. Une rencontre entre la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et le ministre chargé des affaires politiques Amadou Soumaoro. Rencontre qui a essentiellement porté sur la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Amadou Soumaoro a donc invité les têtes couronnées à s'impliquer davantage en faveur de la paix, la réconciliation et du rassemblement autour du président de la République Alassane Ouattara. Nous devions tous travailler au maintien de la nation. Nous devions tous mettre la construction de la nation au-dessus de toutes nos préoccupations. Nous sommes venus confier au chef que Majesté président de la Chambre et ses collègues prolongent ce message de construction de cette volonté de paix que le président de la République veut partager avec les uns et les autres. Et que le dialogue politique soit un dialogue fécond, un dialogue constructif. Les rois et chefs traditionnels ont salué le geste du président de la République Alassane Ouattara à travers l'ordonnance d'amnistie dont bénéficient 800 personnes. Et ils s'engagent à s'impliquer dans le processus de cohésion sociale entre les fils et filles du pays. Nous, rois et chefs traditionnels, veillerons pour notre part à poursuivre ces efforts en faveur de la paix. Nous réaffirmons notre engagement à remplir notre rôle traditionnel en rencontrant tous les acteurs politiques afin de nous assurer que la marche vers la démocratie et la réconciliation est irréversible. Par ailleurs, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels invite la classe politique et l'ensemble des Ivoiriens à œuvrer pour la paix. Le ministre en charge des relations avec les institutions multiplie les prises de contact avec les structures étatiques, cela afin de renforcer la collaboration avec elles. Et bien après l'ASCAD et la Commission électorale indépendante CEI, Gilbert Kafana Koné était chez le médiateur de la République, mais également à la Grande Chancellerie. Gilbert Kafana Koné, le nouveau ministre chargé des relations avec les institutions au contact des structures dont il est désormais le porte-voix. En 2 jours, 4 institutions visitées. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. La Commission électorale indépendante, le médiateur de la République et la Grande Chancellerie nationale. Une visite certes, mais une occasion pour les responsables d'institutions d'émettre leurs préoccupations au ministre. L'Académie a besoin d'être soutenue. L'Académie, finalement, c'est le symbole de la puissance intellectuelle et scientifique d'un État. Et une grande nation comme la Côte d'Ivoire doit avoir l'Académie de son rang. Et je crois que le ministre Kafana a tout à fait compris. Pour Gilbert Kafana Koné, ces rencontres lui permettent de s'imprégner des différents agendas de ces structures de la République pour une bonne collaboration. Je peux dire que les choses se sont passées très bien jusqu'ici. J'ai été bien accueilli partout et j'ai senti la disponibilité des uns et des autres pour que nous allions ensemble accompagner le gouvernement et faire en sorte à ce que la Côte d'Ivoire demeure un des pays enviés en Afrique et qui soit un pays où les institutions fonctionnent correctement. Conformément à sa feuille de route, Gilbert Kafana Koné a pour mission de vulgariser les institutions de la République, le faire en s'appuyant sur les différentes activités de celles-ci. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'imprègne également des réalités sur le terrain. Il a visité ce matin le centre de radiothérapie et d'oncologie médicale Alassane Ouattara, le service d'aide urgente et la nouvelle pharmacie de la santé publique. Il était question pour lui de faire l'état des lieux. C'est ce que nous dit Ami Sissoko. La proximité pour s'imprégner des réalités dans les établissements sanitaires.
Depuis son entrée au gouvernement, le ministre Eugène Akaolé ne cesse de visiter les établissements sanitaires sous sa tutelle. Première étape ce mardi, le centre de radiothérapie et d'oncologie médicale de Cocody, un centre spécialisé dans le traitement de cancer. Face au ministre, les responsables de la structure dressent un bilan sommaire après 8 mois de fonctionnement. Nous avons ouvert le 25 janvier. Les chiffres, au 13 août, nous avions 735 patients qui ont visité ce centre. Nous avons autour de 150 patients en radiothérapie. Nous avons eu plus de 400 chimiothérapies, plus de 2000 consultations. Donc oui, nous voulons continuer de renforcer la capacité d'accueil de ce centre. Après le centre de radiothérapie, cap sur le SAMU, le service d'aide médicale urgente. Ici, le ministre de la Santé se rend compte de l'état des 3 services de cette structure. Les Grands Brûlés, le centre d'appel et le centre d'hémodialyse. Dans ce dernier, la visite du ministre était une aubaine pour ce malade. Mais moi, j'ai dit au ministre, ils doivent nous mettre dans des assurances pour que nous puissions payer nos médicaments. Le directeur du SAMU n'a pas manqué de souligner des doléances. Si les budgets sont conséquents, il n'y a plus de problème. L'hémodialyse, il faut créer d'autres centres à travers la Côte d'Ivoire. Il faut développer aussi les services ambulances. Au niveau des Grands Brûlés, il faut du matériel, il faut des médicaments. La visite du ministre de la Santé s'achève à la nouvelle pharmacie de santé publique à Trècheville. Là, il veut s'assurer de la disponibilité des médicaments. C'est trop facile de faire l'inventaire d'une maison quand vous n'êtes pas à l'intérieur de la maison. Donc c'est une première. Deuxièmement, jouer la proximité avec les acteurs du système de santé, échanger avec eux et partager une vision commune. Le ministre Eugène Akaolé souhaite la décentralisation de certains services. Il annonce aussi que des visites inopinées auront lieu pour vérifier l'effectivité du travail. Je vous propose à présent de faire une incursion dans le monde des retraités de Côte d'Ivoire. La retraite apparaît pour beaucoup comme une période difficile, stress, difficultés financières entre autres, alors qu'elle devrait être accueillie à bras ouverts après de très longues années de travail. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Nos reporters ont rencontré retraités et sociologues pour tenter de comprendre. Herman Guivet, Ahmed Traoré. Le passage de la vie active à la vie de retraité est une transition délicate pour les personnes en âge de faire valoir leur droit à la retraite. Selon des études réalisées par le Bureau international du travail, 20 à 30% des personnes en âge de partir à la retraite vivent cette transition comme un choc. La retraite était un monstre pour tout travailleur du privé. Lorsque vous êtes appelé à aller à la retraite, vous perdez plus de 50% de votre être. Parce que vos habitudes, vous ne les aurez plus, les avantages et tout ça. Et vous êtes en face d'un virage très dangereux. Que si vous ne savez pas prendre ce virage, vous êtes dans les décors. Pour d'autres, par contre, la retraite est la période du repos mérité. Une période dont ils savourent chaque instant. La retraite n'est pas une fatalité. Au contraire, vraiment, je m'occupe. Étant du corps médical, je m'occupe des retraités malades. Voilà, avec le médecin conseil. Le regard que porte la société sur le retraité n'est pas toujours à son avantage. Les retraités mènent une vie un peu difficile parce que là, au cours de leur carrière, ils n'ont pas pu faire des économies pour certains. Donc ça fait que quand ils vont à la retraite, pour pouvoir percevoir leur pension, ça met sincèrement assez de temps. Pour vivre une bonne retraite, il faut avoir mérité d'un bon salaire pendant que tu es en fonction. Voilà. Donc si pendant que tu travailles, le salaire ne te permet pas de vivre, ça va pendant la retraite, tu vas vivre. Quoi qu'il en soit, le départ à la retraite n'est jamais sans crainte, nous assure le sociologue. Quand on prend le travail sur le plan moderne, c'est-à-dire le travail moderne, c'est ce qui nous fait définir le retraité. Parce que ce retraité a été hier un salarié. Aujourd'hui, il n'est plus ce salarié. Donc, il n'a plus la reconnaissance sociale. Tout ce qui venait vers lui, on dit à lui là, c'est un retraité. Il n'a plus les moyens nécessaires pour subvenir à certains besoins. La retraite peut être vécue comme un moment de grandes inquiétudes. Pour s'occuper l'esprit, certains retraités font le choix de se retrouver en association
pour des activités lucratives. Le CONARECI sert de passerelle entre les pré-retraités et les retraités. Il y a une structure qui est là pour les accueillir. Il n'y a plus de saut dans l'inconnu. Et cette structure que nous animons est là pour les conseiller, pour les orienter, pour leur montrer des projets, qu'est-ce qu'il faut faire. En revanche, d'autres préfèrent toujours rester en activité. Pas question de se laisser gagner par l'ennui ou par le traumatisme d'une vie active, au ralenti. Dans certaines grandes entreprises, ces entreprises ont compris que les anciens, c'est eux qui sont les médiateurs dans ces entreprises. Parce qu'ils sont imbus de certaines expériences. C'est ceux-là qu'on appelle pour réguler socialement les employés, pour pouvoir mettre en place des négociations sociales, etc., etc. Le travail, même après la retraite, préféré au repos, quelles sont les raisons susceptibles de l'expliquer? Nous, on n'a pas de retraités dans nos sociétés. C'est quand même tu deviens vieux, à un certain âge, que tu as beaucoup à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'il faut le signaler en passant, que certains de nos cadres, à la retraite, ne se sentent pas à la retraite, retournent dans la gestion de leur village. Ce sont des choses honorables qu'il faut encourager. Partir à la retraite, après une vie active pleine, n'est jamais évident. Le souvenir des années en activité est toujours présent, mais quoi qu'il en soit et quoi qu'il leur en coûte, les retraités finissent, dans la plupart des cas, par s'habituer à leur nouveau statut de retraité en prenant la vie du bon côté. Et justement, pour permettre aux retraités de profiter pleinement de leur retraite, le FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active, a initié une sortie détente. 250 personnes du 3e âge y ont participé, occasion pour elles de découvrir la baie des milliardaires, mais également d'échanger avec leur père. Patricia Omouetia. Sortie découverte et voyage touristique en faveur des personnes du 3e âge. Objectif, leur permettre de se rencontrer, de s'épanouir et de rester en bonne santé. Et pour maintenir cette qualité de vie, l'Université du 3e âge du FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active, a initié une journée récréative à la baie des milliardaires, l'un des sites touristiques les plus fréquentés de notre pays, situé à environ 25 km au nord-ouest d'Abidjan. Îlot sableux et ensoleillé, la baie des milliardaires affiche fièrement son potentiel naturel aux 250 retraités. Nous souhaiterons qu'il y ait toujours ces gens de sortie de l'université de 3e âge parce que nous en avons besoin. À cet âge-là, nous avons besoin de découvrir et de respirer de l'air frais. J'entendais parler de l'île Boulay. Et le FIDRA m'a donné cette occasion de découvrir cet endroit touristique merveilleux. Certains n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont pris part aux diverses activités ludiques, animations sportives, concours de cuisine, rencontres, discussions. Les gagnants ont été récompensés. Au thème de cette journée récréative, certains préfèrent piquer un saume, pendant que d'autres reprennent des forces. Et de la baie des milliardaires, rendons-nous dans la région du Tonkpi où les populations saluent les actions du chef de l'État en faveur du développement. Soutenues par les élus et cadres de la région, elles viennent d'organiser une cérémonie hommage au président Alassane Ouattara. C'était à Danane. On y retourne avec Eve Boué. Danane, mobilisation exemplaire cet après-midi dans la cour de l'école primaire publique Blaise Salleh. Sous la trentaine de bâches dressées, les populations de la région du Tonkpi, particulièrement celles des départements de Danane et Zouanien, sont réunies. Hommes, femmes, vieux, jeunes, autorités coutumières, élus et cadres, tous présents pour rendre hommage au président Alassane Ouattara pour la confiance renouvelée à l'endroit de leur fils, le docteur Albert Touaques Mabri, à qui il vient juste de confier le portefeuille ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mais aussi et surtout pour la stabilité du pays et pour les actions de développement dans leur région. Il n'y a plus de guerre, nous sommes en paix, on est en paix, nous les vieux, on va au champ en paix, les enfants travaillent. Bon, c'est la paix que moi je veux que le président en fait. Les actions qui sont visibles de la route de Danane à la Guinée.
il y a d'autres actions en vue. Déjà, le fait même qu'il nous ait offert une université et autres, c'est quelque chose déjà. Saluer l'initiative du président de la République et lui demander de continuer les actions de développement qui ne cessent de mener au profit donc de ses frères et sœurs de la région du Tonkouy ainsi que l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Des actions visibles, certes, mais les attentes des populations demeurent. Nous avons par exemple besoin du réseau routier surtout. Et nous savons que, puisque quand il a eu son passage à Zouaoumien, à Danané, il a dit publiquement qu'il reviendrait ici. Nous l'attendons encore ici et nous savons que par ce passage-là, il pourra nous satisfaire sur le réseau routier. Je voudrais rassurer le président de la République du soutien de notre région. Nous serons avec lui pour le combat du développement. Nous attendons beaucoup de lui et nous avons foi que dans les semaines, dans les mois à venir, tout ce que nous attendons, eh bien, nous allons les avoir par la grâce de Dieu. Et justement, pour relever ces nombreux défis du développement, il faut l'union sacrée de tous autour de la grande région du Tonkouy. C'est à quoi je nous convie, nous les cadres, parce qu'ils sont là les chefs. Ils ont parlé tout à l'heure. Nous les cadres, c'est à la fraternité, à la solidarité, à la cohésion. Parce que notre cohésion fera tout le reste. Notre cohésion apportera le développement. Notre cohésion apportera la paix du cœur, la paix tout court à notre région, à tout le Tonkouy. En outre, il a été demandé à chacun et à tous d'éviter une éventuelle fissure du tissu social lors des futures échéances électorales. Mali, pour terminer, le Mali où les deux candidats à la présidentielle de dimanche dernier revendiquent la victoire avant même la proclamation officielle des résultats. C'est l'heure de la grande guerre des tendances entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Nous en parlons avec Sidonie Davila, envoyée spéciale. Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Les deux camps revendiquent la victoire du second tour de la présidentielle au Mali. Au lendemain du vote, le camp de l'URD, Union pour la République et la démocratie, crie à la fraude électorale et rejette à l'avance les résultats non encore proclamés par le ministère de l'administration territoriale. À la nouvelle région de Ménaka, IBK, 9865 voix, Soumaïla Cissé, 1158. Tarkent, comme la dernière fois, comme au premier tour, 9950 voix pour IBK. Et Soumaïla Cissé, une voix. Ce sont ces exemples que nous avons pris pour dire très clairement, nous rejetons ces résultats caractérisés par le bourrage d'urne. Du côté de l'adversaire, l'Alliance Ensemble pour le Mali, les chiffres en sa possession donnent pour vainqueur Ibrahim Boubacar Keïta. L'Alliance Ensemble pour le Mali s'insurge contre les allégations de fraude qui sont proférées par certains. Concernant les premières tendances, les résultats issus du système de centralisation de notre QG de campagne indiquent que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta serait réélu de manière large et confortable. Dans un climat déjà fragilisé par la crise sécuritaire au Mali, les observateurs internationaux appellent à la retenue des candidats avant la proclamation officielle des résultats qui devraient être disponibles d'ici à vendredi prochain. Voilà, guerre des tendances donc entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. On en parlait avec notre envoyé spécial à Bamako, Sidonie Davila, commentaire qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.